2008, Christopher Nolan sort l'un de ses films les plus ambitieux. Avec plus de 180 millions de dollars de budget, Nolan avait entre les mains l'héritage cinématographique du super-héros le plus connu de la pop culture. Après Spider-Man bien sûr. Et le combat était loin d'être gagné, car si aujourd'hui sa trilogie est acclamée, au début des années 2000, Batman Begins avait reçu un box-office assez mitigé, nous laissant dans le flou quant à sa réelle rentabilité. 20 ans plus tard, The Dark Knight est proclamé comme étant le meilleur film de super-héros jamais créé en plus de 20 ans de genre sur grand écran. Une mise en scène parfaitement maîtrisée, un méchant qui a été iconisé et pas moins de 8 Oscars remportés. The Dark Knight, c'est le film Batman parfait. Sauf que Christopher Nolan, c'est pas un réalisateur comme les autres. Il aime beaucoup jouer avec son histoire, avec ses personnages et surtout avec son public. Et je pense qu'aujourd'hui, le titre qui a été donné au film de meilleur long métrage super-héroïque n'a pas vraiment de sens. Ce film n'a pas de héros. Nolan nous a manipulés en nous faisant croire au mythe du sauveur, alors qu'en réalité, il n'en est rien. Batman, le sauveur par excellence. Le détective héroïque. Regarde-moi ! La justice incarnée. L'allégorie de l'altruisme. Look at you go! Where are they? Where are they? Nolan nous a fait croire aux super-héros, mais en réalité, il nous a raconté l'histoire d'une chute. Bienvenue à Gotham. Un Gotham qui est d'ailleurs très new-yorkais dans les films de Nolan. Mais qui n'en reste pas moins aussi pourri que dans les comics. Une ville où le chaos et la peur règnent, où les meurtres s'enchaînent, où les guerres de gangs font rage, où les enfants perdent tragiquement leurs parents. Et dans cette société corrompue, il y a 4 rois. Le riche égocentrique, qui est dans notre cas notre cher Bruce Wayne. Le deuxième roi, c'est celui qui a le plus de puissance, vivement incarné par Batman, au milieu de la nuit. Le troisième, c'est celui qui a le pouvoir judiciaire, celui qui tranche justement, et qui était censé être le véritable héros de cette histoire. Et enfin, le dernier, un peu moins présent, mais c'est celui qui possède le pouvoir exécutif, celui qui maintient l'ordre légal et qui résiste face à la corruption envahissante. C'est ces 4 rois qui séparent la ville du chaos, de l'enfer et de la criminalité. Sauf qu'il y a un problème, parce qu'il se trouve que 2 de ces rois sont en fait la même personne. Et si aujourd'hui beaucoup de systèmes décident de séparer les pouvoirs, c'est pas pour rien. C'est parce que parfois, l'excès de puissance nous transforme non plus comme un protecteur, mais comme un dictateur. Mais Bruce Wayne arrive à faire la différence, il arrive à faire la part des choses. Et il se force même à ne jamais dépasser la limite. Et au milieu de tout ce petit peuple, au milieu de tous ces citoyens, mais aussi des rois, il y a une figure qui brise tout, qui ne respecte aucune règle, et que personne ne sait contrôler. Le Joker. Incarné par Heath Ledger, le Joker représente le chaos en personne. Il n'est pas le plus fort physiquement, ne sait pas vraiment se battre et n'a pas une quantité d'argent infinie, mais par contre, il arrive à briser cette ville de l'intérieur. Et il arrive surtout à briser Batman de l'intérieur. Et là où Batman était clairement le héros du premier opus, là, la frontière disparaît peu à peu. Batman ne semble plus être si parfait que ça. En 2012, The Dark Knight Rises tire la conclusion de la trilogie de Nolan. Un sacrifice ultime, Batman renaît et laisse finalement derrière lui une ville saine et sauve. C'est comme cela que Batman est mort.
Sauf que, c'est faux, en fait. C'est pas comme ça que Batman il est mort. Batman n'est pas mort dans cette explosion. Et je parle pas du fait qu'on voit Bruce Wayne avant le générique, je parle vraiment du fait que le personnage n'est pas mort à ce moment-là. Le public a cru qu'il a fallu 7 ans pour conclure l'arc héroïque du protagoniste, alors qu'en réalité, son arc, il s'est terminé dans The Dark Knight. Et là vous allez me dire, bah oui, à la fin du film, le mythe du Batman est mort, et Harvey Dent devient le véritable héros de l'histoire. Et à ça je vous répondrai que vous vous trompez complètement. Batman est mort au tout début de The Dark Knight, et ça, durant la scène la plus banale possible. Bruce Wayne organise une fête pour Harvey Dent, pour le féliciter de son travail. C'est alors que l'on retrouve notre futur double face accompagné de Rachel, qui arrive à cette fameuse soirée. Les festivités viennent de commencer et tout le monde parle dans le plus grand des... on m'entend plus en fait, là, on m'entend plus. J'en connais un qui sait soigner son entrée apparemment. Et même si Batman lui se bat la nuit, Bruce il semble pas avoir oublié ses bonnes manières. En gros, l'argent et les filles quoi. Et forcément, il cherche Harvey Dent, le personnage principal de cette soirée. Where is Harvey? Et une fois l'avoir trouvé, il se tourne vers Rachel, car il a un lien particulier avec elle et il semble vouloir l'arracher de notre réel justicier. Tout se passe pour le mieux et tout le monde lève son verre et boit pour Harvey. Ah non, pas Bruce apparemment. S'ensuit une discussion avec Rachel où le mythe du héros commence à se détruire, mais consciemment. Je m'explique. Bruce a conscience que Batman n'est plus la solution pour cette ville. Se battre derrière un masque n'est plus suffisant. Il faut un modèle, un symbole, un homme d'une pureté absolue, capable d'endosser ce personnage. Batman ne doit plus être, car Batman, c'était un héros que je nommerais d'exception. Dans le sens où, pour battre le mal et assurer la paix sur cette ville, il se met en dehors des lois. Il sort du système pour utiliser la violence. C'est lui qui décide de ce qui est bon, de ce qui est en dehors de la loi et de ce qui ne l'est pas. Ce n'est pas un modèle à suivre, c'est un personnage qui rend justice lui-même. Et en ce sens, il est la preuve vivante pour les habitants de Gotham que le système ne fonctionne pas et que personne n'est en sécurité dans cette ville. Là où Harvey est le héros institutionnel. Il montre qu'on peut battre la criminalité par la voie légale et que le système a encore du sens. Car le système peut encore faire le bien. C'est lui le symbole de Gotham, c'est pas Batman. Bref, Bruce il le sait et il en parle à Rachel. Et là vous êtes en train de vous dire que j'ai fait toute cette intro pour finalement dire que Batman n'est pas un héros parce que Bruce en est conscient. Eh bien en fait non. Non parce que c'est pas pour ça. Et depuis tout à l'heure je vous détaille pas la scène de la soirée pour rien. Et vous allez très vite comprendre pourquoi. Revenons-en à notre fête qui se passe pour le mieux. Voilà. Le Joker, tout comme le symbolise la carte, il vient de briser les règles de la soirée. Tout le monde se tait et le Joker commence à mettre en exécution son plan. Détruire le héros de cette ville, tuer Harvey Dent. Ne le trouvant pas, il se tourne vers sa dulcinée et la menace avec un couteau dans la bouche. Rachel est tétanisée et d'ailleurs l'actrice aussi, parce que Heath Ledger il joue vraiment bien. Hands up, pretty boy. Bon, la suite vous la connaissez, Batman arrive, il sauve la demoiselle en détresse et tout est bien qui finit bien. Alors concrètement, pourquoi cette scène montre que Batman n'est pas le héros du film? Car jusqu'à présent, Batman était plus un protecteur qu'un héros. Mais cette séquence montre une réelle bascule dans son mode de fonctionnement. Ici, Batman n'a plus seulement perdu son titre de héros, mais il a même gagné son titre de méchant. Pour comprendre cela, il faut que je vous avoue quelque chose. Je vous ai menti tout à l'heure. Dans un jeu de 54 cartes, il y a bel et bien un Joker. Mais ce que je vous ai pas dit, c'est qu'il n'y en a pas qu'un. La séquence que je vous décris depuis tout à l'heure montre le parallèle de génie que Nolan a construit. Un parallèle qui révèle la symétrie parfaite qui existe entre Batman et le Joker. Les deux personnages arrivent en stoppant la fête, puis les deux personnages se mettent à chercher Harvey Dent pour finalement se tourner vers Rachel. Les deux personnages sont charmés par Rachel, les deux personnages jettent leur coupe de vin, et ce soir-là, les deux personnages avaient un plan. L'un était de proclamer le nouveau héros de cette ville en mettant fin à son propre mythe, et l'autre était de tuer le nouveau héros de cette ville. Et si à première vue, tout semble les opposer, dans cette scène, tout les assemble. Car au final, le Joker est également un personnage qui applique sa propre loi. Dans cette séquence, le protagoniste et l'antagoniste ont en réalité la même tâche, détruire le héros.
La remise en question de l'héroïsme de Bruce est alors totale et absolue. Il n'est plus le héros qu'il pensait être. Et il est devenu l'exact reflet de son ennemi. Et le pire dans tout ça, c'est que si c'est le Joker qui voulait tuer Harvey, c'est finalement Batman qui l'étranglera. Alors, vous comprenez maintenant ? C'est comme cela que Christopher Nolan a réussi à tuer Batman. C'est ce jour-là où le héros est mort. Pas besoin d'une explosion grandiloquente, ni d'un sacrifice glorieux, qu'une simple soirée parfaitement mise en scène suffisait. Et à la fin de The Dark Knight Rises, lors de l'inauguration de la statue de Batman, rien n'est laissé au hasard. Et alors qu'on était censé rendre hommage à la chauve-souris, la foule forme le visage du Joker. Comme si on rendait par la même occasion un hommage au clown psychopathe. Comme si le film lui-même n'arrivait plus à faire la différence entre les deux personnages. Batman a agi comme un dictateur pour arrêter le Joker. Que ce soit en utilisant les téléphones de la ville entière sans le consentement des habitants, ou que ce soit en se battant contre la police. Bruce et Batman avaient trop de pouvoir. Et l'homme derrière tout ça est perdu. Et a perdu le sens de la justice. Car si Batman a bien un vice caché, c'est celui-ci. Il peut avoir tout l'argent qu'il veut, la meilleure combinaison possible, la plus belle des Batmobiles, son vrai problème, il est psychologique. Car peu importe les adaptations du héros à l'écran ou en jeu vidéo, en réalité, Batman ne combat pas le mal, il le prolonge. Car ce n'est pas la justice qui le guide, mais une obsession dévorante, une foi rigide qui ne connaît ni repos ni pardon. Là où l'homme ordinaire accepte ses limites, Bruce Wayne les nie. Il refuse le deuil, il refuse l'oubli, il refuse le temps. Et de ce refus naît le Chevalier Noir. Non pas un sauveur, mais un symptôme, une faille. Gotham n'est pas malade à cause du crime, elle est malade parce qu'un homme a décidé que le monde devrait payer éternellement pour une nuit d'enfance brisée. La justice de Batman n'est pas humaine, elle est froide, mathématique, presque mécanique. Elle ne cherche pas à comprendre, elle se contente de corriger. Punir devient un rituel, la violence une méthode, la peur un outil politique. En voulant éradiquer le mal, il adopte ses formes. Surveillance permanente, brutalité, violence. Celui qui fait de la justice une idole finit par sacrifier l'homme sur son autel. Voilà ce qu'est Batman. Une chauve-souris enfermée dans une nuit sans fin, où chaque criminel est réduit à une cible, et où la justice est une obsession. Et dans tout ça, le Joker ne s'est que contenté de révéler cette obsession au grand jour. Alfred, who do you see when you look at me? The boy whose shoes you used to tie every morning? The teenager you drove to his first date? While you are here every night, I am out there. The only thing between the innocent and the predatory. be! No, not may be. I am. When the mugger or the thief stops to think twice, that is fear. That is what I am. That is why they hired assassins, because I am the reason the criminals breathe easier when the sun rises. So no, Alfred, I am not in over my head. En se dressant comme juge absolu, Batman cesse d'être un homme parmi les hommes. Il devient une idée incarnée, rigide, inflexible et dangereuse. Non pas le héros que Gotham mérite, ni celui dont la ville a besoin, mais celui qui révèle une vérité terrible. Le mal le plus profond n'est pas toujours dans le chaos. Il peut naître d'un idéal poussé trop loin.